Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette commission publique de la Commission de l'aménagement du territoire. Alors, avec moi, bien sûr, moi, je me présente, Geneviève Laroche, présidente de la commission, et je vous présente les membres de cette commission. Donc, on a M. Claude Charon, on a la conseillère Fernanda Luz, on a Mme Danielle Bertol, qui est vice-présidente aussi de la commission, et Mme Christelle Lefebvre. Nous accompagne aussi aujourd'hui, exceptionnellement, vu l'absence du directeur du service de la planification et de la gestion du territoire, M. Tremblay, Mme Lynne Dansereau, qui est chef de division planification, réglementation et patrimoine. Nous avons aussi Mme Sophie Lacombe, qui est secrétaire de direction. Nous avons également avec nous pour nous présenter les projets M. Wilson Pereira, qui est agent de projet en urbanisme. Nous aurons aussi avec nous, qui sera en ligne pour nous présenter le deuxième dossier à l'ordre du jour, Mme Stéphanie Côté, qui est aussi agente de projet en urbanisme. Et nous avons bien sûr Mme Prisca Gilbert, qui est coordinatrice au soutien aux élus, et Mme Cyrielle Fleury, qui est, mon Dieu, j'ai une conseillère à la direction générale. Mon Dieu, j'ai eu un blanc momentané. Donc, je vous rappelle, juste avant de commencer, les grandes consignes générales. Vous savez que c'est une commission consultative politique. Donc, nous ne sommes pas ici pour prendre les décisions. C'est bien sûr le conseil municipal qui prendra les décisions finales, mais bien pour recommander. Donc, nous, on creuse les dossiers, on analyse et on fait une recommandation qui sera ensuite vue par le conseil municipal. Il n'y a pas non plus de période de questions prévues pour les gens qui seraient dans la salle, mais par contre, vous êtes invités à venir sur place, à participer, à entendre, les échanges et bien évidemment à me faire parvenir vos questions ou vos commentaires pour qu'on puisse en prendre note et qu'on puisse le noter ensuite aux collègues du conseil municipal dans ces dossiers-là. Aujourd'hui, on a entre autres un gros dossier. Donc, on a des invités spéciaux là, qui vont se joindre. Il y a plusieurs élus qui souhaitaient pouvoir entendre l'échange de la commission. Donc, on a notre premier dossier qui est à l'heure du jour, qui sera le dossier qui traite de la location courte durée. Donc, communément un peu appelé Airbnb. Donc, on a plusieurs élus qui sont avec nous, qui se sont joints. On a Mme Hélène Dauphinet, Mme Joanie Belrose, Mme Nancy Robichaud, Monsieur Raïs Kibonge. Et je ne vois pas pour l'instant Monsieur Geng qui se joindra peut-être à nous. En espérant ne pas en oublier. Donc, pour le dossier, si on peut avoir un peu de temps, nous permettrons aux différents élus de pouvoir poser des questions. Alors, j'irai de ce pas avec l'ouverture. Bien sûr, l'ouverture de la séance est faite, mais l'adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce que pour les membres de la commission, l'ordre du jour vous convenait? J'ai M. Charon qui a une main levée. Celui-là, c'est celui-là. Oui, je dois déclarer mon intérêt, donc je ne participerai pas aux délibérations. Pour le premier Parce dossier à l'ordre du jour. Je suis propriétaire d'un hébergement. Merci beaucoup, M. Charon. Donc, c'est noté au procès-verbal. Sinon, l'heure du jour vous convenait. Parfait. Vous avez aussi pris le temps de lire le procès-verbal de la séance du 15 septembre. Est-ce que c'était conforme? Il y a un point, Madame Lefebvre. Pour le point 11.1, la présence de restaurants type fast-food proche au restaurant Minute, j'ai aimé ça dans la lecture, proche des écoles. On disait, il est mentionné qu'il serait intéressant d'impliquer les gens du milieu comme les centres de services scolaires. Et j'avais aussi mentionné le ministère de l'Éducation qui aussi a établi des réglementations sur l'alimentation au niveau scolaire. Donc, ça pourrait être intéressant. Et le CIUS qui avait été nommé oui, aussi. Et le CIUS aussi, effectivement. Voilà, si on pouvait ajouter Merci ça. beaucoup. Est-ce que ça vous va qu'on l'adopte avec ces modifications-là, étant donné que c'est mineur comme modification? Oui. Oui, avec ces deux ajouts. Parfait. Merci. Oui. En plus de demander l'avis, il faut demander l'avis au CIUS puis au... En fait, c'est d'impliquer, notre proposition est
d'impliquer dans la démarche. Donc, on n'a pas besoin on n'est pas rendu au stade de demander un avis parce que le dossier, c'était une discussion hors de l'ordre du jour. Pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, c'est une discussion qui a été menée pour dire est-ce que ça nous intéresserait éventuellement d'amener ce dossier-là en discussion et en préparation. Donc, c'est juste de mentionner en plus de on aimerait impliquer des gens dans la démarche comme le centre de service. Le CIUS et le ministère de l'Éducation. Exactement, Parfait, merci. dans la même phrase. Donc, ça irait pour le procès verbal, ce qui nous amènerait à notre premier point du jour, le 7.2.1, demande d'amendement au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, hébergement touristique dans une résidence principale. Donc, juste pour peut-être vous mettre en contexte avant de passer la parole à M. Wilson Alberto Pereira, c'est un dossier qu'on a débroussaillé en commission déjà. Et aujourd'hui, c'est un peu on est à l'étape de la recommandation. Donc, il va y avoir une présentation un petit peu des changements prévus à la loi et de l'option que nous avons retenue jusqu'à présent. On aura un temps où on pourra, si on a des questions supplémentaires ou des ajouts ou des commentaires à faire, on pourra le faire. Et ensuite, on pourra prendre la question des élus qui se sont joints à nous pour l'occasion. Ça vous va? Monsieur Pereira. Merci, Madame la Présidente, la présentation. C'est une bonne introduction. En fait, c'est un projet qui a vraiment été travaillé transversalement avec plusieurs services qui ont été impliqués, dont l'inspection, les services juridiques, plusieurs acteurs au service aussi, dont Madame Dansereau, Madame Massé, qui ont travaillé au projet. Donc, un contexte rapide de la situation. Depuis un certain temps, on est face à une popularité grandissante envers l'économie collaborative, économie qui englobe que ce soit l'autopartage ou le transport, les livraisons, du prêt, différents aspects. Et dérivé de cette tendance économique-là, l'hébergement collaboratif s'est taillé une place dans l'industrie du tourisme, notamment par le biais de différentes plateformes web dans lesquelles on retrouve leurs offres de services. On parle toujours de l'hébergement collaboratif ou de la résidence de tourisme, mais c'est plus connu par les journaux, tout ça, comme le fameux Airbnb. Le Airbnb étant une plateforme web, mais il y en a plusieurs autres. Là. Il n'y a pas seulement elle d'impliquer dans cette tendance-là. Donc, dans le but de faciliter le rôle d'encadrement des municipalités et réduire le fardeau administratif dans ce secteur d'activité, l'Assemblée nationale adoptait le 7 octobre 2021 la loi sur l'hébergement touristique. S'en est suivi le 1er septembre dernier, donc c'est tout frais, tout neuf, l'entrée en vigueur de la dite loi ainsi que du règlement sur l'hébergement touristique édicté en vertu de la loi sur l'hébergement touristique. Ce règlement-là vient vraiment clarifier certaines dispositions, certaines définitions et certaines dispositions en fait que la loi vient autoriser. Donc, rapidement, comme Madame la Présidente mentionnait, on va faire un compte-rendu un peu de la réglementation actuelle, de ce que la loi et le règlement viennent apporter et une analyse des solutions. On va finir par une analyse des solutions de la situation pour finir avec une recommandation. Donc, actuellement, dans la réglementation actuelle, c'est par le biais du règlement de zonage de la ville de Sherbrooke que c'est régi. La définition que l'on a, c'est d'un établissement d'hébergement touristique qui vient désigner un établissement qui offre en location contre rémunération de l'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours à des touristes sur une base régulière. Donc, le 31 jours est très important. Si vous en faites plus, c'est plus de la location, là, donc par bail ou location de chambre comme qu'on a partout en ville, mais plus précisément dans le secteur de l'université. Exemple. Des exemples dans l'hébergement touristique, bien, on a les gîtes touristiques, la fameuse résidence de tourisme dans laquelle on va parler aujourd'hui, mais ça inclut aussi les auberges, les hôtels, les motels. Tout ça rentre dans cette définition-là. De là découle la résidence de tourisme, qui désigne un établissement d'hébergement touristique, comme on vient de voir la définition, où est offert de l'hébergement dans une habitation incluant un service d'autocuisine. Cela dit, notre réglementation ne fait pas la distinction entre une habitation principale ou secondaire. Ceci étant dit, pardon, je me répète, comme usage complémentaire à l'habitation, il y a une disposition. Donc, la résidence de tourisme, actuellement, dans certaines zones, on vient l'autoriser comme usage complémentaire à l'habitation. Des usages complémentaires à l'habitation, c'est un chapitre dans lequel il peut y avoir des services professionnels, de coiffure et d'autres aspects qui sont complémentaires à une habitation.
Mais non seulement ça, la résidence de tourisme aussi vient englober les résidences secondaires, les chalets, les condos, les logements, etc. Les logements, exemple, je suis propriétaire d'un triplex, je demeure dans un des loyers, je loue les deux autres de manière courte durée à des gens en bas de 31 jours. Ça, actuellement, à la ville, c'est autorisé que dans certaines zones qui sont très limitées. Donc, la résidence de tourisme est associée à l'usage C502. Et le C5, c'est le commerce relié à l'hébergement et aux lieux de réunion. Le C5 inclut l'hôtellerie, le motel, tout ça. Donc, en mauve, on voit ici le C502, qui est la résidence de tourisme que l'on peut faire dans une habitation, mais qu'on ne fait pas de distinction entre principal ou secondaire, se retrouve seulement autour du lac Magog, donc dans l'arrondissement Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Ensuite de ça, on retrouve la classe d'usage commerce relié à l'hébergement et aux lieux de réunion, qui inclut, comme je vous mentionnais, les hôtels et tout ça. Dans les entrées de ville de Deauville, l'entrée de ville à Lennoxville sur la rue Queen et sur la rue Wellington. Et aussi en bas de Lionel Groux, où on situe l'hôtel Delta. Et ici, c'est où le Exki, le Winners, sont en face du carrefour de l'Estrie. Dans les entrées de ville et le centre-ville, plus précisément sur Wellington, je crois que c'est quelque chose de très historique. Là. Les entrées de ville comportaient toujours des endroits pour les gens qui venaient visiter. Ce que l'on peut retrouver notamment dans l'arrondissement de Lennoxville, sur la rue Queen, M. Charon pourra en témoigner. Il y a plusieurs motels sur le bord de cette route. Donc, nous, dans le cadre de cette présentation-là, dans le but d'avoir une recommandation, nous ne venons pas autoriser le C502 ailleurs dans la ville, ni le C5. On garde le statu quo parce que c'est dans ces cas-là que le danger d'accaparer des logements dans le but d'en faire un commerce et dans la crise actuelle du logement, on croit que le statu quo doit être maintenu, donc de ne pas l'autoriser partout dans d'autres zones de la ville. Je vais revenir dans l'analyse des solutions sur ce que je viens de vous affirmer pour un peu plus détailler le fond de ma pensée. Rapidement, la loi sur l'hébergement touristique, qui est la loi 100, qui est en vigueur maintenant, je la résume ainsi. Donc, la loi sur l'hébergement touristique vient, entre autres, point 1, obliger les établissements d'hébergement touristique à s'enregistrer auprès du ministre du Tourisme, ce qui était fait avant. Maintenant, c'est fait de manière différente. On va le voir dans la prochaine diapo. Mais avant, par exemple, rapidement, là, la personne s'enregistrait, puis le ministère nous envoyait un avis à la ville et nous, on avait 40 jours pour répondre à la conformité réglementaire. Maintenant, c'est le contraire. Les gens doivent venir nous voir et le fonctionnaire doit remplir un avis de conformité à la réglementation et pour faire la demande. Et je reviendrai plus tard là, pour plus de détails. Maintenant, on obliger un citoyen voulant exploiter un établissement d'hébergement touristique à obtenir un avis de conformité de la ville, comme je mentionnais, que je viens de vous mentionner. Ainsi, les citoyens devront valider la conformité de leur projet en amont de la demande d'enregistrement et non pas après avoir fait la demande d'enregistrement. Donc, ça, c'était un changement qui est quand même très intéressant de la loi. Les deux prochains points, c'est donner des pouvoirs au ministre du Tourisme de refuser, suspendre ou d'annuler un enregistrement lorsque l'exploitant est déclaré coupable d'une infraction à toute loi ou tout règlement du Québec qui a un lien avec l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, mais aussi donner le pouvoir au ministre du Tourisme de refuser, suspendre ou annuler, encore une fois, les enregistrements pour toute infraction aux règlements municipaux. Ce qui est un changement de paradigme génial, parce que par ce geste, on vient clairement appuyer les municipalités dans l'application de leur réglementation. Lorsqu'on sait, on a discuté, même des gens du service juridique sont venus expliquer en atelier, c'est extrêmement difficile de faire une preuve de tout doute raisonnable lorsqu'il y a une infraction à cet usage-là. Cela dit, le meilleur moyen va toujours être de l'application de notre réglementation, notamment sur les nuisances, tout ça, pour appliquer. Donc, on a un bon exemple en plus depuis le 1er septembre. Le 6 septembre, plus précisément, on a déjà eu un avis là, du ministre du Tourisme qui faisait contre quelqu'un en infraction. Là. Donc, on voit que l'application de la loi se fait
se fait déjà, là, puis nos CV juridiques nous écrivaient avec plein de points d'exclamation, démontrant leur hésitation par rapport à ça. Aussi, il vient établir des dispositions pénales assez salées, donc très dissuasives aux infractions. Et le dernier point qui va suivre la présentation, c'est que la loi sur l'hébergement touristique vient créer une nouvelle catégorie d'établissements d'hébergement touristique nommée établissement de résidence principale. Vous allez voir beaucoup dans la littérature comme ERP. Donc, la loi prévoit qu'une personne pourra, à partir du 25 mars 2023, utiliser sa résidence principale à des fins d'hébergement touristique sans qu'aucune disposition d'un règlement municipal ne puisse l'interdire. Donc, c'est autorisé partout au Québec, sauf si, par le biais d'un processus un processus de modification réglementaire venant à l'interdire dans toutes les zones. Donc, de faire un règlement par zone et tout ça favorisant le processus référendaire, là. Donc, c'est majeur comme adaptation. Donc, ça complique la tâche et c'est très fastidieux, mais c'est très compliqué aussi là, comme processus référendaire, tout ça, là. Donc, c'est ça. Donc, pour cette nouvelle catégorie-là, qui est appelée les établissements de résidence principale, on vient créer une nouvelle catégorie, comme je vous mentionnais, les ERP, établissements de résidence principale. Donc, dans la nouvelle législation, une résidence principale pourra être utilisée à des fins d'hébergement touristique à condition d'offrir au moins d'une seule réservation par jour de l'hébergement dans une résidence principale. Et le point résidence principale, je veux je le souligne en noir parce que c'est très important, de la personne qui l'exploite, à une personne ou un seul groupe de personnes. Donc, 2 groupes de personnes ou 2 personnes qui ne sont pas liées ne peuvent pas louer et n'inclut aucun repas servi sur place. Donc, la loi définit la résidence principale comme étant la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique auprès de la plupart des ministres et organismes, des ministères et organismes du gouvernement. Donc, la loi est très claire. Il y a pas, c'est réellement votre résidence principale, là, cet allègement de location de résidence touristique. Ça ne peut pas être considéré comme un chalet, là. Ce n'est pas votre résidence principale. Donc, le avant-après que je vous mentionnais tout à l'heure, donc actuellement, comme je mentionnais, lorsque quelqu'un fait une demande d'attestation de classification à un mandataire du ministère, un avis est envoyé à la municipalité, puis nous, on a 45 jours pour répondre, pour dire oui, c'est correct à notre zonage, à notre réglementation. Avec la nouvelle législation, on change de paradigme. L'établissement, dès le départ, en amont, comme je mentionnais, vient nous voir et demande un avis attestant de la conformité de la réglementation. Part avec ça et fait sa demande au ministère. Et ça, c'est fait dans tous les cas, là, que ce soit un hôtel, motel, pas juste l'établissement de résidence principale. Juste si c'est possible, tous les éléments sont importants, mais on a peu de temps pour les questions et les interventions après. Fait que je veux juste être certaine. Puis tout est vraiment pertinent, mais juste aller à l'essentiel. Donc, chose importante, c'est que ce numéro d'enregistrement-là doit être sur les plateformes web et affiché à l'endroit. Donc, j'y arrive là. L'analyse des solutions. L'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique peut devenir un enjeu, notamment avec la crise du logement, lorsque celle-ci est faite de manière commerciale. Par exemple, en accaparant des appartements, maisons ou chalets pour les louer moins de 31 jours. C'est pourquoi nous, on favorise le statu quo et on n'agrandit pas, on ne l'autorise pas dans d'autres zones, là. On garde ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les zones où c'est autorisé présentement. Donc, on ne change rien à ça. Pour ce qui est de la nouvelle catégorie d'hébergement touristique nommée établissement de résidence principale, le fait de les autoriser sur l'ensemble du territoire de la ville ne viendra pas affecter le nombre de logements disponibles ni accentuer la problématique de la crise du logement. Il est peu probable que des propriétaires occupants fassent une exploitation commerciale de leur propre résidence et que le nombre de citoyens voulant exercer ce type d'activité augmente significativement. Venir interdire les établissements de résidence principale sur tout le territoire implique que le service de la planification, par leur biais de l'inspection, va devoir faire respecter la dite interdiction par des inspections, des enquêtes, etc. On a des bons exemples de ça. Donc, étant donné la limitation des ressources humaines actuelles, ceci serait difficilement dû notamment à la grande charge de travail des inspecteurs et de la priorisation du travail, donc la salubrité, la construction, les bâtiments vétustes, les nuisances, etc. Avec la loi et le règlement sur l'hébergement touristique qui donne des outils coercitifs et de dénonciation,
Le ministère du Revenu qui s'implique dorénavant, on a une preuve très tangible récente. La réglementation en vigueur, on considère que le contrôle du territoire sera assuré pour les résidences principales. D'après l'expérience du service des affaires juridiques de la Ville de Sherbrooke, en ce qui concerne les établissements d'hébergement touristique illégaux, il peut s'avérer difficile de faire la preuve hors de tout doute raisonnable la présence de ces établissements. Le moyen d'intervention le plus efficace demeure donc l'application de la réglementation en vigueur, notamment sur les nuisances. De plus, avec les nouvelles dispositions, comme je vous le mentionnais, la Ville pourra demander à la ministre du Tourisme de suspendre ou annuler un enregistrement pour toute infraction au règlement municipal et se verra contrainte d'arrêter de louer. Rapidement, je ne sais pas si M. Jacques est en ligne, là, mais dans mon passé d'inspecteur, il y a un bon exemple. Là, lorsque les gens louaient des chambres dans le secteur de l'université, mais qui sont propriétaires occupants, habituellement, il y a un certain souci là, du respect là, de la réglementation lorsque c'est ma résidence principale. Là. Et les problématiques venaient souvent lorsque les gens achetaient là, pour louer. Donc, présence d'une procédure bien établie dans laquelle un avis de conformité à la réglementation municipale devrait être signé par un fonctionnaire. C'est ce que la loi prévoit. Nous, ce que l'on propose à l'interne, c'est lors de cette étape, il sera souhaitable qu'une attestation municipale soit faite et délivrée par le fonctionnaire municipal, comme qu'on fait dans d'autres cas par notre programme, le PG, là, afin de maintenir un registre interne à jour des établissements de résidence principale présents sur les territoires, donc pour le biais d'inspection des stats que le conseil voudrait ou la commission, peu importe. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait faire si on décide d'aller de l'avant. Donc, je suis rendu aux recommandations. Donc, mis à part la recommandation de garder le statu quo, comme je vous ai mentionné, qu'on ne touche pas, on n'agrandit pas, on ne l'autorise pas partout de manière le C502, là, qui ne fait pas de distinction entre la résidence principale ou autre. Donc, que la nouvelle catégorie d'hébergement touristique nommée établissement de résidence principale soit autorisée sur l'ensemble du territoire de la ville, comme prévu par la loi. Et en conséquence de ça, on viendrait amender le règlement pour modifier la terminologie qui est en vigueur présentement sur l'établissement comme des définitions, comme les établissements d'hébergement touristique et résidences de tourisme. Donc, on vient les adapter à la loi, au règlement, et avec celle du règlement d'hébergement touristique. Et afin d'ajouter la définition établissement de résidence principale que l'on n'a pas présentement dans notre règlement de zonage, donc on viendrait l'ajouter. Et le deuxième point, c'est d'abroger l'article 5.3.6, résidence de tourisme. On se souvient, cet article-là, quand je vous ai parlé au début, est dans la catégorie usage complémentaire à l'habitation. Donc, c'est rendu superflu de le conserver puisque maintenant, on vient l'autoriser dans les habitations, dans les résidences principales, Donc, petit rappel, ça, c'est la carte là, où est-ce que le C502 est autorisé, c'est seulement autour du lac. Et dans les autres, c'est la classe C5 qui le comprend, mais qui sont très limitées à les entrées de ville, la rue Wellington et des endroits où il y a des hôtels. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Pereira. En fait, je tiens juste avant de donner la parole à mes collègues, s'il y en a qui veulent intervenir à nouveau, juste à rappeler que nous, dès le départ, quand ça a été amené à la Commission de l'aménagement du territoire, il y a deux soucis premiers qui ont été exprimés. C'est on ne veut pas avoir des impacts sur notre parc locatif en pleine crise du logement. Donc, on ne veut pas que ça vienne enlever des logements disponibles pour la population. Et le deuxième, c'était la gestion des nuisances. Et si on va vers cette recommandation-là aujourd'hui, c'était vraiment parce que le fait que ça soit vraiment strictement réservé pour des résidences principale permet à ce moment-là, on ne peut pas acheter un bloc appartement avec 4 logements pour dire je vais faire de la location. Même si on est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, il faut que ce soit notre logement qu'on occupe et que les adresses soient celles qu'on a sur notre rapport d'impôt. Donc, ce n'est pas possible d'avoir 2 adresses au niveau du gouvernement. Donc, ça vient vraiment limiter les impacts sur le parc locatif, ce qui était vraiment une préoccupation importante. Et au niveau de la nuisance, bien, le fait que ce soit des résidences principale aussi, mais quand tu loues ta propre demeure parce que tu pars en vacances 2 semaines, tu ne veux pas que quand tu reviens, tes voisins te disent je ne veux plus te parler et tu ne veux pas non plus retrouver ta maison saccagée parce que tu as loué à 20 personnes à la fois. Donc, il y a vraiment un contrôle qui se fait automatiquement parce que c'est ta résidence principale et non pas une activité commerciale que tu vas venir faire là. Fait que je tiens quand même à ce que les gens sachent là, que c'était vraiment des préoccupations parce que souvent, quand on entend parler du dossier, c'est comme si on permet
met ça sur le territoire, on va perdre des logements. Non, c'est pas avec la définition de résidence principale, ce n'est pas. Il y a vraiment peu d'exceptions qui peuvent se passer, là, puis on ne pense pas que ça va avoir un impact énorme sur le parc locatif. En fait, ça va être presque nul. Est-ce qu'il y a des membres de la commission qui voulaient faire une intervention? Ah oui, Madame Lefebvre. Merci. Ben oui, je voulais aussi, oui, il y avait ces deux aspects-là qui étaient notre préoccupation et il y avait aussi quand même qui a habité un petit peu nos réflexions, c'est notre capacité de contrôle. Parce que ça, c'est quand même un enjeu. Donc, c'est aussi sous cette lunette-là qu'on a regardé qu'est-ce qui était le mieux et aussi le plus réalisable. Oui, puis je tiens aussi à souligner qu'on a demandé un avis à Destination Sherbrooke aussi, qu'on a tenu compte dans les réflexions, mais qui était plus centré sur l'impact sur l'hébergement touristique, mais qui n'avait pas nécessairement la lunette de la résidence principale. Donc, on prendra le temps d'être en discussion avec eux, là, mais je pense qu'ils pensaient qu'on autorisait la location courte durée sur l'ensemble du territoire, mais de façon comme si c'était un commerce. Là. Fait que ça a été réajusté par la suite. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non? Bon, ben ça va laisser de la place un petit peu pour les autres, parce que nous, on avait déjà fait un travail, donc pour la recommandation, je comprends que les membres sont favorables à aller de l'avant, mais je laisserai une place si les élus qui sont présents veulent ouvrir leur caméra. S'il y en a qui ont des questions, levez la main. Je vais prendre les questions jusqu'à 11h45. Si jamais on n'a pas le temps de passer toutes les questions et de bien y répondre, vous me les enverrez par courriel et ça me fera plaisir de vous fournir des réponses avant que ça vienne en conseil municipal pour que vous puissiez exprimer. J'aimerais aussi qu'on s'en tienne à des questions, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de donner son avis. Ça sera plutôt en conseil municipal. Là, ce qu'on veut faire pour vous, c'est de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez juger du dossier d'ici le conseil municipal. Donc, je prendrai Mme Dauphinet. Oui, merci. Donc, moi, je suis surprise à matin d'apprendre ce que j'apprends parce que, vous savez, à l'heure actuelle, Airbnb, là, c'est possible à peu près nulle part en ville, puis on sait qu'il y en a partout. J'ai même eu de la visite en fin de semaine qui était dans un Airbnb hors zone acceptée. Et là, ce que je vois, c'est qu'on va élargir encore plus, là. Parce que là, on dit tout le monde dans sa résidence principale va pouvoir faire du Airbnb, là. Est-ce que j'ai bien compris? Mais juste dans sa résidence principale. Oui, oui, OK, c'est ça. Mais là, avec, tu sais, je dis pour vous et moi, là, ça ne cause pas de problème. Mais pour des investisseurs, c'est là qu'est le problème. On sait qu'il y a beaucoup de couples à l'heure actuelle qui ont deux habitations parce que maintenant, c'est comme ça. Un couple n'a pas nécessairement juste une résidence. Avec le télétravail, beaucoup de gens vont beaucoup plus utiliser leur résidence secondaire, donc ils pourraient louer pratiquement à l'année leur résidence en ville. Est-ce que vous avez tenu compte de ça dans votre réflexion? Ben, en fait, quand je disais que les rares exceptions où ça peut se produire, c'est à peu près le seul cas, en fait, parce que ta résidence principale, il faut que ça soit l'adresse qui soit vraiment au niveau du gouvernement. Donc, c'est à peu près le seul cas, c'est dans le cas d'un couple qui a deux adresses différentes, qui peut louer un des deux, mais ce n'est pas une activité commerciale. Ça ne veut pas devenir, c'est pas quelque chose qui va impacter beaucoup parce qu'ils vont le garder de toute façon pour eux, ce logement-là. Ce n'est pas un logement qu'on achète pour des fins commerciales. Fait que l'impact est à ce moment-là minime. Je ne sais pas si M. Pereira, vous avez un complément ou Mme Dansereau. Bien, effectivement, je suis d'accord avec Mme Laroche et aussi avec Mme Dauphinet. C'est sûr qu'il va toujours y avoir des exceptions. Là. Comme vous dites, un couple qui a deux demeures, là, qui a une demeure chez sa conjointe et il libère. Cela dit, c'est de la location de courte durée. Là. Donc, ne peut pas excéder un nombre de jours. C'est une réservation par jour, comme le règlement le dit. Donc, est-ce que ça va augmenter significativement? On ne le croit pas, là, mais effectivement, il va toujours y avoir des exceptions telles celles que vous dites. Bien, c'est ça, je dis, plus on ouvre la porte, plus on crée de situations potentielles, tu sais, où ça va arriver. En tout cas, moi, je suis très déçue d'entendre ça aujourd'hui.
Puis, parce que quand vous parlez des garde-fous, je vous le disais, là, il s'en fait à l'heure actuelle du Airbnb, puis là, on dit le garde-fou des nuisances. Pas sûr qu'il y a bien des gens qui ont réussi à faire de quoi à travers le garde-fou des nuisances. Puis, là, juste là-dessus, je pense que M. Pereira l'a bien mentionné, on a déjà des exemples parce que maintenant, il y a, quand il y a des nuisances de signaler, il y a la possibilité de retirer un permis. Puis on a déjà des exemples où ça fonctionne alors que vraiment le ministère nous envoie des avis et qu'on peut vraiment intervenir là-dessus. Il y a un contrôle de plus qu'on a avec la nouvelle loi qui, ça, va nous permettre de complètement interdire pour certains pour des personnes qui en feraient un mauvais usage. Puis, est-ce que ça va permettre aussi vraiment d'aller vérifier si l'usage Airbnb se fait vraiment au sein du logement? Parce qu'on l'a pour les chambres. Là, moi, je suis dans le secteur du cégep, et ce qui arrive, c'est que les gens, ils ont vraiment un appartement au sous-sol. Fait que c'est pas vrai que la location de chambre se fait au niveau du logement. C'est parfait parce que dans ce cas-ci, ça permet à des étudiants de se loger. Mais dans le cas d'un Airbnb, ben, ça pourrait être, moi, je fais un logement dans mon sous-sol, je vais louer Airbnb, alors que sinon, je le mettrais sur le marché. Fait que, est-ce que vos garde-fous vont être plus sévères pour ça, là, aller vérifier? Parce que quand on appelle un inspecteur et qu'on demande de vérifier, là. Bien, pour la location de chambre, en fait, il y a plusieurs aspects dans la réglementation qui dit qu'il faut qu'il y ait un lien là, avec la résidence. C'est vraiment un usage complémentaire à l'habitation. Dans le cas d'un Airbnb, c'est toujours l'esprit à garder que c'est dans votre résidence principale, là. Cette demande-là va devoir être prouvée lorsque vous allez faire votre demande au ministère du Tourisme. Donc, et par tous les outils que l'on a maintenant de dénonciation, si jamais il y a quoi que ce soit, donc être retiré le numéro d'enregistrement, vous ne pourrez plus vous afficher sur les sites, sur les plateformes web. Je crois que c'est toutes des balises là, qui peuvent venir contrôler les abus, là. Et comme vous disiez aussi, M. Pereira, là, dans le fond, c'est confirmé que c'est vraiment la résidence de la personne par le gouvernement du Québec qui vérifie avec ses propres dossiers, c'est-à-dire à la source, là, avec le ministère du Revenu, avec c'est quoi l'adresse principale. Fait que ça, oui, c'est vraiment une vérification qui est faite, non pas par les services ici, que ça viendrait augmenter beaucoup, mais par le gouvernement du Québec. Une dernière question rapidement. Vos moyens de dénonciation, c'est quoi les nouveaux moyens de dénonciation? Ben, c'est pas des nouveaux moyens, mais vous pouvez faire une dénonciation au ministère du Revenu, au ministère du Tourisme, qui, eux, font une enquête. Ils peuvent retirer le numéro d'enregistrement s'il y a faute. Donc, récemment, quand je mentionnais, il y a un exemple au ministère du Revenu là, dans lequel nos services juridiques ont fait une dénonciation au ministère et maintenant sont en processus. Là, il y a même la témoin qui a été appelée là, pour des amendes, là. Donc, le ministère du Revenu, j'imagine, ça va être pécunier. Le ministère du Tourisme, c'est d'enregistrer, enlever le numéro d'enregistrement, ce qui vous permet de vous afficher, là. Donc, si vous ne pouvez pas vous afficher nulle part, à moins d'aller dans des babillards, même à ça, on demande le numéro, là. Donc, c'est toutes des balises qui viennent essayer de contrôler la situation. OK, merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai Mme Robichaud. Oui, merci. Ben, ça va être court. Dans le fond, je me demandais, dans votre analyse, quand vous avez regardé, là, je comprends le principe de ne pas diminuer le bassin locatif et tout, mais toutes les résidences qui sont hors périmètre urbain, où ce que c'est pas là qu'il y a le plus de blocs appartements ou des choses comme ça, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de ne pas permettre, exemple, tu sais, dans le bout de Saint-Élie, ils sont près d'Offord, tu sais, ça aurait pu être intéressant et tout, puis c'est pas eux qui vont couper des logements, dans le bassin. Fait que pourquoi que cette analyse-là fait que les gens hors périmètre urbain pourraient pas, Je ne suis pas certaine de comprendre. Dans le fond, pour la résidence principale, tout le monde va pouvoir, que ce soit dans le périmètre urbain ou pas, quand c'est ta résidence principale. Les seules zones qu'on est venu définir, c'est les mêmes zones qu'actuellement pour l'hébergement touristique. Donc, les petites zones qu'on voit là, qui sont vraiment autour du lac et tout OK, ça. OK, j'avais pas cette nuance-là qui Oui, c'est m'avait ça. manqué. Mais au niveau vraiment de la résidence principale, mais il faut que ça soit votre résidence principale, ça va être permis sur l'ensemble du territoire.
OK. Puis, autre petite question, puis si c'est trop précis, on pourra régler ça hors ligne, mais alentour du lac, il y a un espace seulement qui est en blanc au lieu d'être en mauve, et je sais très bien qui est là, c'était un camping, qui avait jadis une maison qui est devenue plus utilité parce que c'est un nouveau propriétaire. Je me demandais pourquoi pas l'avoir inclus, parce que c'est déjà un espace locatif courte durée, un camping par défaut, là. Ça, vous parlez du camping du lac Magog, là, sur Oui, chemin. exactement. Parce que quand on regarde la carte, on voit bien que c'est cet espace-là qui est pas en mauve, là. Fait que, tu sais, je me disais, considérant que c'est déjà un espace de location courte durée et tout, pourquoi pas l'avoir inclus? Camping dans le zonage, c'est vraiment défini, là. C'est un autre Un autre usage usage. qui est déjà autorisé. Oui, Euh, sauf que présentement, la maison ne rentre pas dans l'usage. Fait qu'eux, ça leur a causé un problème parce qu'il y a une maison là, qui était une maison principale de l'ancien propriétaire, qui n'est pas utilisée par le nouveau propriétaire. Et à cause du zonage ancien, ça ne fonctionnait pas. Fait que ça aurait été un bon moyen par ce zonage, par ce programme-là, tu sais, que ça vienne. Ça pourrait être une étude qu'on pourrait faire à part parce qu'il faudrait vérifier par rapport au lotissement. Est-ce qu'il y a un lot distinct ou est-ce qu'il est inclus dans le camping? Est-ce OK. que, tu sais, il y a plusieurs aspects qu'il faudrait vérifier dans ce cas-ci particulier. Je vous reviendrai hors ligne dans ce cas-là. Oui, Parfait, tout à fait. ça me fera plaisir. Parce que le fait de l'inclure dans une zone où c'est possible de faire de la résidence touristique n'aurait pas plus permis, en fait. Ce qui est dans une zone, c'est c'est ça, une zone vraiment camping. camping. Mais oui, on pourra traiter ça à part. Donc, j'ai M. Kibonge qui aurait une question. Il nous reste 8 minutes. Oui, très rapidement, c'était pour savoir est-ce que dans le cas où la personne ne respecte pas la réglementation, est-ce qu'il y avait des amendes qui étaient prévues? Est-ce qu'il y avait des amendes progressives dans le fond? Ou c'est juste comme une seule catégorie d'amendes, puis on va se retrouver avec des personnes qui, mettons, ils disent, ben, c'est pas grave, je paye ça, puis c'est pas grave, ou c'est comme quelque chose de progressif? Pour ceux qui enfreignent le règlement, mettons. Ben, en fait, de ce que je comprends, puis vous me compléterez, M. Pereira, là, c'est qu'une fois qu'il y a une infraction, il y a une plainte, le droit de location de sa résidence principale nous est retiré et il y a une C'est ça. amende. Fait que c'est pas progressif, c'est que fait que tu peux pas dire je vais payer l'amende et je vais continuer parce que ton numéro d'enregistrement va être retiré. C'est ça. Mais si la personne continue malgré ça, là, donc Ça, c'est là où dans tous les termes juridiques, là, on y va jamais au maximum, c'est toujours graduel, là, tu sais. Mhm. Mais l'aspect de perdre son numéro d'enregistrement, c'est quand même, quand c'est ça votre but de louer, ben ça fait mal. Puis je ne retrouve pas le prix des amendes, mais ça peut monter à. C'est assez salé, là. Mais c'est sûr que c'est toujours progressif là, pour les réfractaires dans tous les règlements. Là, on y va pas toujours. C'est à l'avocat ou au service juridique en négocier avec le juge, là, mais de ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est toujours progressif. D'accord. Merci. Et on avait exprimé, puis c'est ce qui est fait aussi, là, le désir en commission d'avoir vraiment aussi de garder un registre des logements qui se sont inscrits pour que justement, si on enlève un droit, ben, c'est plus facile pour nous d'aller voir la liste. Si on a une plainte subséquente, on va pouvoir vérifier dans notre liste, ben oui, il était enregistré, il a perdu son numéro, donc on peut venir à ce moment-là. C'est un aspect très intéressant que Mme Laroche mentionne, là. D'autant plus qu'on veut avoir ce registre-là, que le ministère aussi va collaborer un peu plus et nous donner ces listes-là, là. Donc, on va avoir ces deux aspects-là et du fait qu'ils viennent nous voir avant, donc on va avoir ce registre-là et pour être enregistré et pouvoir louer. Donc, ça peut répondre aussi à d'autres questions qui ont été posées aujourd'hui là, dans le terme du contrôle du territoire là, qui va être accru de cette manière-là, là, on le considère. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On est pas mal dans nos temps. Donc, ça va. Si jamais il vous vient d'autres questions. Ah, j'ai Mme Lefebvre, rapidement, parce qu'on est dans nos temps juste. Oui, ben, c'est plus un commentaire, mais si je sais quand ça va arriver au conseil municipal, sans doute que ça va être publicisé. Mais je pense que nous, la ville, on a aussi à diffuser cette information-là parce qu'actuellement, on a plusieurs personnes qui sont inscrites, comme Mme Robichaud l'a dit, un peu partout dans la ville et qui ne sont pas réglementaires avec ce qu'on met en place, qui ne le seront pas plus. Là. Donc, il va falloir s'assurer que l'information percole jusque dans la population. Absolument.
Donc, ça conclurait ce point-ci. Merci pour les invités. Bien, vous êtes les bienvenus si jamais vous voulez rester pour notre dernier point du jour. Donc, on passerait, puis je confirme juste l'orientation. Bien, on l'avait faite avant les questions. J'ai confirmé avec les membres que l'orientation, les membres qui peuvent voter, que l'orientation leur convenait toujours. J'avais eu un OK. C'est une recommandation. C'est une recommandation officielle. Oui, tout à fait. Et donc, on passerait au point 7.2.2, peut-être appelé... Madame Côté qui était là, je ne vous avais même pas vu. Donc, demande d'amendement au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, ajout des propriétés superficielles lors d'une opération cadastrale exemptée de l'application des normes minimales. Ça a l'air très savant, mais vous allez voir, ce n'est pas si sorcier. Donner une petite minute à Mme Côté pour s'installer. En attendant que Mme Côté s'installe, je pense qu'on a aussi déjà des exemples de municipalités qui ont pris des décisions par rapport à Airbnb. C'est toujours intéressant pour les gens de savoir. Là. Je pense qu'entre autres, Québec va dans le même sens que... Bien, plusieurs villes, j'ai parlé à l'inspecteur, j'ai un blanc, de mémoire, c'était Rimouski, là. Mais de l'Est du Québec, ils vont au même sens que nous. Par contre, je sais qu'il y a des villes touristiques comme Mont-Tremblant, Magog, eux pensent l'interdire carrément. Sauf que c'est une autre paire de manches. Parce qu'ils sont vraiment en zone extrêmement touristique, exact. J'ai l'impression L'économie est déjà basée. Une autre perception compte tenu de la situation. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de ça puis qui payent des cotisations et des choses. Donc, ça crée une concurrence déloyale. Donc, dans des secteurs traités touristiques, c'est compréhensible qu'ils mettent une autre Mais Québec, réglementation. Puis il y a Gaspé aussi, je pense, qui pense l'interdire. C'est le seul dans cette catégorie-là qui est encore là très touristique. Quand vous êtes prête, Madame Côté. Je vais vous partager la présentation. Madame Robichaud dit que Sutton l'a interdit aussi. Que Sutton l'a interdit aussi. La ville de Sutton. Donc, on va parler aujourd'hui de propriété superficielle, puis faites-vous-en pas, moi non plus, je ne connaissais pas ça avant d'étudier le sujet. Donc, je vais vous mettre un petit peu en contexte dans le développement du territoire des dernières années qui a évolué rapidement, puis la notion de densité qui est un sujet d'actualité. Le modèle traditionnel de lotissement où on retrouve un terrain et un bâtiment appartenant au même propriétaire est appelé à changer en raison, entre autres, de la valeur des terrains et des coûts de construction là, qui ont beaucoup augmenté. Donc, l'accroissement de la densité va nécessiter l'utilisation de nouvelles formes de propriété afin de favoriser la création de projets impliquant plusieurs propriétaires. Puis, on a réalisé dernièrement, là, avec l'espace centraux, qui a un stationnement public et des bâtiments au-dessus, qu'on n'autorisait pas la forme des propriétés superficielles là, au niveau du lotissement. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi une propriété superficielle pour commencer. Donc, le premier point, c'est qu'une propriété superficielle est celle des constructions, ouvrages ou plantations situées sur l'immeuble appartenant à une autre personne, le trait foncier. La propriété superficielle résulte de la division de l'objet du droit de propriété portant sur un immeuble, de la cession du droit d'accession ou de la renonciation au droit de l'accession. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on prend un terrain qui est le tréfonds, qui appartient au trait foncier. Puis, on va avoir des constructions qui vont se faire au-dessus ou en dessous du terrain qui, elles, vont appartenir à d'autres propriétaires. Et les deux ne sont pas nécessairement liés comme une copropriété, par exemple, où le terrain va être commun à l'ensemble des copropriétaires. Dans ce cas-là, c'est complètement séparé. Donc, le droit du propriétaire superficiaire à l'usage du tréfonds est réglé par la Convention, contrairement à un syndicat de copropriété là, dans le cas de la copropriété.
Puis, s'il n'y a pas de convention, bien là, on procède par des servitudes. Le superficiaire et le tréfoncier supportent les charges crevant ce qui fait l'objet de leurs droits de propriété respectifs. Donc, le propriétaire du terrain continue à être propriétaire, paye les taxes sur la valeur du terrain, tandis que les propriétaires du bâtiment, qu'ils soient un ou plusieurs, vont payer chacune, vont payer les parts de leurs parties respectives, en fait. La propriété superficiaire peut être perpétuelle ou avec un terme fixé par la Convention. Puis, à l'expiration du délai, en fait, le tréfoncier peut acquérir la propriété des constructions, ouvrages ou plantations en payant la valeur au superficiaire, mais ça pourrait aussi être l'inverse, c'est-à-dire que si le bâtiment vaut plus cher finalement que le terrain, il pourrait, dans le fond, le propriétaire du bâtiment pourrait offrir au propriétaire du terrain de lui acheter le terrain. On a quelques exemples ici de propriétés superficiaires, par exemple des éoliennes. On vient implanter l'éolienne sur le terrain, mais on n'achète pas le terrain. On est encore propriétaire de l'éolienne. La construction d'un dépanneur sur le terrain d'une station-service. Donc, la station-service fonctionne par elle-même, puis le dépanneur, lui, c'est un bâtiment qui est vraiment séparé, si on veut, du fonctionnement des pompes. On a les installations aéroportuaires de l'Aéroport international de Montréal. Là, je ne pourrais pas vous dire comment ça fonctionne exactement pour l'aéroport de Montréal, mais c'était dans la littérature. Les avantages d'une propriété superficiaire, en fait, le tréfoncier, le propriétaire du terrain, est débarrassé des obligations légales qu'il devrait normalement assumer en tant que locataire. Le superficiaire profite d'un droit réel sur la propriété superficiaire, lui permettant notamment de l'hypothéquer à des fins de financement, ce qu'il ne pourrait pas faire en tant que locataire. Le superficiaire a la responsabilité de payer les impôts fonciers sur la propriété superficiaire. Donc là, c'est plus un avantage au tréfoncier, en fait, au propriétaire du terrain dans ce cas-là. La propriété superficiaire permet une plus grande créativité contractuelle au service des développeurs immobiliers, des propriétaires et des locataires. Certains inconvénients, par contre, et c'est surtout des inconvénients, je dirais, techniques, c'est la nécessité de l'intervention d'un arpenteur géomètre et d'un avocat ou d'un notaire spécialisé en la matière. L'obligation de respecter toutes les exigences de la loi en matière de publication légale. La nécessité d'écarter adéquatement les droits de succession au tréfoncier, en fait, au bien construit, du tréfoncier au bien construit, donc qu'automatiquement, il y a le droit de s'acquérir du bâtiment, là. Puis l'obligation d'appliquer adéquatement les dispositions de la loi concernant les droits et limitations immobilières. Actuellement, au règlement, en fait, pourquoi qu'on vous parle de propriété superficiaire, c'est que quand on crée la propriété superficiaire, on crée un nouveau lot qui, lui, est sur un lot qui est conforme. Par contre, le lot du superficiaire, lui, en tout cas, dans à peu près 99% des cas, ne sera pas conforme aux normes de lotissement qui sont demandées à la grille des usages et des normes. Donc, l'idée, c'est de venir enlever cette obligation d'être conforme aux normes minimales de lotissement. On a déjà une série de cas dans le règlement qui sont exempts des normes minimales. On parle de l'implantation des fins municipales d'un équipement, d'une infrastructure, d'une construction, etc. L'implantation des réseaux et des postes de gaz, d'électricité, télécommunications, câbles de distribution, énergie renouvelable. L'installation des boîtes postales communautaires, mini-parcs postales, la création d'un lot pour la publication d'une session en amphithéose pour un usage institutionnel ou récréatif, la création d'un lot provisoire qui sera ajouté à un terrain pour former un lot conforme, des lots qui bénéficient de droits acquis selon la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la modification d'un lot afin de régulariser les titres de propriété, la modification d'un lot suivant la reconnaissance judiciaire du droit de propriété par un jugement, la correction d'un lot et aussi l'élaboration d'une déclaration de copropriété, comme on fait souvent la différence, ou en tout cas la comparaison d'une propriété superficiaire avec la copropriété.
Puis, la même chose pour la copropriété, ça nous prend quand même un lot conforme à la base pour venir implanter un lot en copropriété. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est d'ajouter le paragraphe 11 afin de traiter de la notion de propriété superficiaire, donc assez simplement, la création d'un lot pour une propriété superficiaire faite en vertu du Code civil du Québec, qui est quand même assez bien réglementé là, au niveau légal. Donc, voilà ma présentation. Merci beaucoup, Madame Côté. Donc, c'est quand même des concepts qui ont l'air très complexes, là, mais si je peux me permettre, vous me direz, là, on est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la recommandation qu'on vient chercher ou pas aujourd'hui, selon les avis de chacun, c'est vraiment juste pour venir dire que d'ajouter ce point-là dans le point de la création d'un lot pour une propriété superficiaire qui nécessairement ne peut pas avoir les mêmes normes et les mêmes règles que si c'était le lot d'étages, parce que là, on est vraiment au-dessus d'un édifice déjà construit, fait qu'on vient juste ajouter cette exemption-là. On ne vient pas autoriser un projet en soi. Chaque projet va devoir être autorisé après ça et répondre aux lois. Fait que c'est vraiment de permettre cette flexibilité-là dans le cas où il y aurait des projets de requalification et tout qui nous demanderaient qui pourraient intégrer 2 propriétés, une sur l'autre, par exemple. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Allez-y, Madame Lous. Non, en fait, c'est ça. Moi, je lisais, j'ai lu et rélu pour voir si je comprenais bien là, l'histoire, mais c'est vraiment cette idée-là, finalement, que j'ai retenue, là, de finalement donner un peu plus d'outils. Justement, nous, on parle d'un besoin, puis d'une volonté de densifier, de requalifier. Justement, c'est comme une bonne pratique aujourd'hui. Puis justement, je pense que ça nous donne plus d'outils pour le faire, là. C'est comme ça que j'ai compris. Alors, j'étais contente parce que des fois, on imagine de façons de faire. Puis souvent, quand on vient parler au service, ils disent, ben, non, la réglementation ne permettrait jamais une chose pareille. Puis là, bon, là, maintenant, on peut songer, on peut aller un peu plus loin dans la nouvelle façon de faire. Fait que je suis contente. C'est sûr qu'on ne peut pas évaluer combien de personnes vont utiliser cette nouvelle option, mais je pense que justement, c'est bien de ne pas l'écarter déjà à l'avance. Définitivement. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Donc, je comprends que l'ensemble des membres sont favorables à la recommandation? Madame Dauphinet. Tant qu'à avoir, je l'ouvrais pour le dossier Airbnb, par contre, là, mais on a un petit peu de temps, mais il faut vraiment que ça soit une question à ce moment-là. Oui, donc on s'aperçoit là, que ça nous demande un changement dans la réglementation pour les propriétés superficielles parce qu'on a fait là, le projet là, du quartier général là, et bon, je ne sais plus trop c'est quoi tout le nom des 2 tours là, du projet Well Sud, là, en tout cas. Est-ce que ce projet-là respecte la légalisation existante ou cette modification-là vient rendre ce projet-là conforme à notre réglementation? En fait, le projet il a été autorisé sous forme de copropriété, là. Donc, oui, il y a eu un permis conforme là, qui a été mis pour le projet. Là, s'ils souhaitent modifier les lots pour en faire des propriétés superficiaires, mais éventuellement, ils vont être capables de le faire là, avec la modification au règlement. OK, c'est parce que quand j'ai vu les images des tours, c'est ça qui m'a induit en erreur. Je pensais que c'était un projet, une propriété superficielle. Merci beaucoup. En fait, je pense qu'ils auraient aimé pouvoir le faire en tant que propriété superficielle, mais ce n'était pas autorisé au niveau du lotissement là, à ce moment-là. OK. Puis je comprends là, que toutes les règles qui s'appliqueraient au terrain lui-même vont s'appliquer là, à la propriété superficielle. Là, comme quelqu'un ne pourra pas aller construire plus gros ou plus haut en passant par la propriété superficielle plutôt qu'en achetant le terrain et en construisant lui-même. Là. Non. Non, effectivement, ça va être les mêmes normes qui vont s'appliquer dans la zone. Là. OK. On parle vraiment juste au niveau du lotissement en tant que tel, donc pas au niveau des usages, pas au niveau de la hauteur, la grandeur des bâtiments, etc. Là. Merci beaucoup. Question de lotissement. Oui.
Merci beaucoup. C'est ce qui mettrait fin à la séance. Si ça vous va, je propose de la lever. Et je vous remercie pour ceux et celles qui prendront le temps d'écouter cette commission. Gênez-vous pas pour me faire parvenir vos questions, vos commentaires si vous en avez. Mon adresse courriel est bien sûr disponible sur le site de la Ville si vous allez à Commission de l'aménagement du territoire. Alors, je vous remercie. Bonne journée. Madame Laroche, Oui. je voulais juste rappeler pour le son. Pardon, oui, c'est vrai, je m'excuse. Mais tellement pour vous mentionner, si jamais il y avait des problématiques de son, je n'ai pas vu personne qui semble avoir soulevé ça, mais il y a des travaux à l'extérieur. Donc, s'il y a des problématiques de bruit que vous entendez, ce n'est pas notre système qui fonctionne mal, c'est vraiment parce qu'il y a des travaux tout autour de l'hôtel de ville. Il y a une grosse pipine qui travaille. Ouais, et elle fait vibrer le bâtiment. Mais je pense qu'on nous l'aurait soulevé si jamais il y avait eu des problématiques de son. Dans le doute, ouais. Je préférais qu'on le dise. Alors, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente journée.